Espace TV. Au sommaire de ce journal, bicéphalisme au sein de l'USTG, les deux factions, notamment celle de Conakry et celle de Mamou, viennent d'enterrer la hache de guerre à travers la signature d'un protocole d'accord ce vendredi. Ce rapprochement a été facilité par le ministre de la fonction publique, Julien Yombouno. La Guinée sera bientôt dotée de données statistiques fiables dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de l'élevage. Les premiers résultats du module de base du recensement ont été présentés ce vendredi par le comité technique avec plusieurs recommandations. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, l'USTG Conakry et celle de Mamou ont signé un protocole d'accord ce vendredi ici même à Conakry. Cela fait suite à la médiation menée par le ministre du Travail et de la fonction publique, Julien Yombouno. Ces deux factions de cette centrale syndicale ont, à travers cette signature, enterré la hache de guerre qui les divisait. Des engagements ont été pris de part et d'autre pour harmoniser leurs positions. Les précisions, c'est avec Aminata Massire Bangoura et Ibrahima Souri Souma. C'est après 4 années de division que les membres qui composent l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, fraction Mamou, dirigée par Abdoulaye Camara, et celle de Conakry, dirigée par Abdoulaye Sow, ont accepté de mettre leurs égos de côté après plusieurs années de tentatives de réconciliation sans succès pour maintenir enfin une seule USTG comme par le passé. Au nom du camarade secrétaire général Sow Abdoulaye, qui est en congé, au nom des camarades de l'USTG Conakry et à mon nom personnel, nous vous disons merci. Et nous sommes d'accord pour cette réconciliation dans la sincérité. Nous nous engageons à travailler avec nos camarades qui hier étaient nos adversaires sur le terrain et aujourd'hui, on est ensemble dans la grande famille de l'USTG. Le numéro 1 de l'USTG de Mamou, Abdoulaye Camara, a tout d'abord lancé une invite à ses pairs avant de réitérer les mêmes engagements aux autorités. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus Mamou, il n'y a plus Conakry, il n'y a que l'USTG. Il y a eu beaucoup de tentatives de réconciliation. Aujourd'hui, grâce à Dieu, vous avez pu réconcilier les deux factions. Je voulais vous dire et vous rassurer, et vous pouvez compter sur nous, nous allons travailler main dans la main et ensemble. Le ministre du Travail et de la fonction publique, qui a joué à la médiation, s'est réjoui du résultat obtenu. Cela est vu d'ailleurs comme un trophée de guerre pour son département. Très honnêtement, nous sommes fiers de vous. Je pense que vous, de votre côté, vous allez réfléchir, et nous aussi, en tant que ministère du Travail et de la fonction publique, pour voir quels sont les mécanismes que nous allons très rapidement mettre en place pour assurer le bon suivi de ce protocole d'accord afin qu'il porte très rapidement ses fruits et que plus jamais aucun syndicat, ne serait-ce qu'une petite section syndicale, ne soit divisée dans notre pays. Cette signature du protocole entre les deux fractions divisées depuis plusieurs années marque un nouveau départ pour l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. La Guinée sera bientôt dotée de données statistiques fiables dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Le gouvernement, à travers l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, a entamé depuis 2020 le recensement national de l'agriculture et de l'élevage. Les premiers résultats du module du 10 recensement ont été présentés ce vendredi par les comités techniques avec plusieurs recommandations afin de parvenir à de meilleurs résultats. Reportage André Mossier-Minimono, Yacouba Traoré pour plus de détails. L'objectif de cet atelier est de présenter les premiers résultats du module de base du recensement national de l'agriculture et de l'élevage, les documents techniques et l'approche méthodologique des modules thématiques de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement au comité technique. Ce recensement permettra à la Guinée d'avoir des statistiques agricoles fiables. Grâce à ce recensement-là, la Guinée va disposer d'une base de sondage pour les 10 prochaines années.
en tout ce qui concerne les enquêtes dans le domaine du secteur rural. Donc c'est des données qui sont très attendues et qui sont essentielles pour la planification, la supervision et la gouvernance pour le développement local. Et ça permet aussi aux paysans de voir un peu comment est-ce que leur production évolue. Ce projet de 3 ans, conduit par l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, ANASA, est entré dans sa phase opérationnelle de terrain à partir de mi-juillet 2021. Les résultats présentés par le comité technique ont été validés par les acteurs concernés. Des recommandations ont ensuite été faites. L'implication de tous les acteurs du monde rural, à savoir la Chambre nationale de l'agriculture, la filière bois, les acteurs de la pêche, dans la communication, la sensibilisation pour les enquêtes thématiques qui devront bientôt être réalisées. Nous avons également recommandé la prise en compte de Conakry qui avait été exclu. Financé par la Banque mondiale, le recensement national de l'agriculture et de l'élevage, dont le dernier date de 2000 en Guinée, a pour ambition d'inverser la tendance à la dégradation quantitative et qualitative des données. Après plusieurs hôpitaux de la capitale, c'est au tour du centre médical communal Les Flamboyants, situé dans la commune de Ratoma, de recevoir ce samedi un important don d'équipement et de matériel sanitaire. C'est un geste de l'ONG SS Charité qui a pour but de venir en aide aux patients qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. C'est dans l'enceinte du dit hôpital que la remise des équipements a été effectuée en présence des autorités communales. Reportage Djenem Bemba Koulibaly. Ce don d'une valeur de 700 millions de francs guinéens a été remis par l'ONG SS Charité. Ces différents équipements et matériels sanitaires contribueront à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations et au développement durable. Mohamed Kalo, représentant de l'ONG Senkou Sidimé, a demandé aux bénéficiaires de ce don de l'utiliser à bon escient et dans le strict but de sauver des vies. Nous continuerons à faire dans d'autres hôpitaux aussi. C'est pour contribuer déjà au développement du pays et pour venir en aide aux personnes qui en ont vraiment besoin. Nous avons des bannes, nous avons des cols et nous avons aussi des matériels médicaux en cas de fracture ou en cas des pieds cassés pour les tenir, pour l'immobilisation des membres. Visiblement satisfait, le directeur de l'hôpital a rassuré les donateurs d'une meilleure utilisation du don en faveur des populations démunies. Que le don sera utilisé pour le bien de la population guinéenne. Nous ferons une gestion rationnelle. Ça ne sera pas un don qui sera utilisé pour nos besoins personnels, ça sera utilisé pour le bien de la population guinéenne, en particulier la population de Ratoma. Le représentant du maire de la commune de Ratoma a, au nom des autorités communales, salué ce geste de l'ONG SS Charité. Il a ensuite promis de veiller à l'utilisation judicieuse de ce don. Nous invitons à ces centres d'utiliser ces dons en faveur de la population, des populations de Ratoma en particulier et toute la population de la Guinée en général. Que ces dons ne soient pas un don qui sera revendu. L'engagement du représentant de l'ONG SS Charité d'accompagner la population à un accès légal à la santé est sans faille. Et puis, les corps des frères Keïta, tués sur la piste d'atterrissage de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le vol Air Portugal, ont regagné leur dernière demeure hier vendredi à Pougussa, dans la sous-préfecture de Kolaboui, accompagnés d'une forte délégation du ministère des Infrastructures et des Transports et quelques membres de la société de gardiennage à laquelle ils appartenaient. Essatoke Diallo. Tristesse, désolation. C'est l'état dans lequel nous avons trouvé la famille des frères Keïta, tués le 2 septembre dernier par le vol Air Portugal sur la piste d'atterrissage de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Ali Keïta, père des victimes, explique comment l'information lui est parvenue. Le samedi à 16h, son frère m'a appelé Yaya. Il dit, papa, nous avons appris que hier, Abdina a fait l'accident à l'aéroport. Il a même trouvé la mort. Mais on ne savait pas si réellement ils étaient deux avec son frère. Et les gens disent que Abdina a fait l'accident avec quelqu'un, un inconnu.
Quand le petit a dit, on dit c'est son frère. La mort tragique de ces deux frères a suscité beaucoup d'interrogations et d'émotions au sein de l'opinion nationale. Mais comment ce drame est-il survenu? Ça a été une moquerie entre eux. Son grand frère lui dit, depuis que moi je suis né, je n'ai jamais à franchir, comment on appelle, sur la piste là. Je n'ai pas vu la condition de cette piste. Maintenant, son petit frère lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme je dois faire sortir pour aller faire le contrôle tout à l'heure, il dit, en sortant, tu vas aller voir. C'est ainsi, maintenant, ils ont sorti ensemble sur la moto, sur une moto 4e, en direction vers Yimbaya. Maintenant, ils se sont partis maintenant, leur retour maintenant. C'est ainsi, maintenant, l'avion est venu maintenant, descendre maintenant derrière eux. Maintenant, l'accident a été produit. Mohamed Keïta et Abedine Keïta, c'est leur nom. Tous de même père et de même mère, ont laissé derrière eux 8 enfants et 2 veuves. Inconsolables, les épouses demandent l'aide des autorités. C'est lui qui prend en charge l'éducation des enfants. S'il n'est plus, je demande à l'État de faire face aux enfants. C'était le rêve du défunt. L'éducation des enfants dont il m'a toujours conseillé, même lors de notre dernière conversation, le jeudi avant sa mort. Pour soulager la peine des parents des victimes, une délégation du ministère des Infrastructures et des Transports s'est rendue à Pougussa dans le Morofing pour accompagner les corps des frères Keïta. On est tous mobilisés aujourd'hui pour présenter les condoléances à la famille, d'une part, et aussi accompagner jusqu'au bout la famille dans l'enterrement de leur fils éploré. Que Dieu leur ouvre le paradis et que leur âme soit reposée en paix. En réalité, Daboula n'a pas de stade préfectoral. Son équipe évolue dans un terrain scolaire. Pourtant, un espace de 7 hectares qui doit abriter un terrain omnisport existe, mais pas mis en valeur. Le point avec Mamadou Kalisso. Le sport à Daboula est à l'image de ses infrastructures sportives, c'est-à-dire agonisant. L'équipe préfectorale évolue dans la division d'honneur, l'équivalent de la 3e division. C'est le terrain de l'école primaire Tenkiso qui abrite ses matchs officiels. Des flaques d'eau et la boue sont visibles partout. Impossible dans ce cas de pratiquer un football digne de nom. Actuellement, le stade se trouve dans un état piteux et on le gère difficilement. Et comme vous le constatez, vous avez vu qu'il y a la boue partout. Il y a même une partie du stade là où il y a l'eau qui empêche les joueurs d'évoluer. Et ça, c'est chaque année au moment de la pluie. Dans le quartier Babilia, il y a un site de 7 hectares pour abriter un terrain omnisport. Au sein de la maison des jeunes, cet espace accueille des matchs de basket et volleyball depuis 1995. Des compétitions interscolaires notamment y sont souvent organisées. À l'arrivée de l'actuel préfet, un terrain de boules et pétanque a été mis en place. Il y avait déjà un embryon des gens qui connaissaient les jeux de basket, et le boule du moins, dont moi-même. Et là, avec son courage, on a pu constituer une équipe digne du joueur de boule. Si des compétitions se préparent maintenant là, dans boule et pétanque, Daboula peut bel et bien présenter une équipe. Les jeunes de Daboula sont à l'image de la jeunesse guinéenne. Ils aiment et pratiquent le sport, mais les infrastructures sportives font défaut. L'ouverture des classes s'annonce à Sigiri avec l'inauguration d'une école primaire publique de 6 salles dans le quartier Fodeba-Koïta. C'est le résultat d'une longue démarche menée par une association des fils de la localité. Ce geste vise à accueillir les élèves dans un meilleur cadre d'apprentissage, mais aussi de promouvoir la bonne éducation. Malik Sendiana Kamara pour plus d'explications. Le coût de financement de l'édifice s'élève à près de 656 millions de nos francs pour appuyer l'État guinéen dans ses initiatives de scolarisation des enfants du pays. Grâce à Dieu et à la clairvoyance de l'ancien maire Elhadj Koumba Sékou Mansoura qui nous a octroyé cette parcelle parce que le quartier est l'un des quartiers les plus pauvres en centre de santé et en école publique. Notre école primaire que nous inaugurons a été construite sur fonds propres de l'association.
avec un montant global de 656 996 000 francs guinéens. Elle a 6 salles de classe, une direction, un magasin, 4 cabines de latrine, dont 2 pour les garçons, 2 pour les filles et une pour les enseignants. Plus de longues distances à parcourir par les enfants de ces quartiers de Sigiri pour aller à la recherche du savoir et dans un cadre confortable. L'établissement rénové ouvre ses portes pour débuter la nouvelle année scolaire. Non seulement ça va éduquer les enfants, ça va les éviter à prendre la drogue, à voler, à être malfaiteurs. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour vraiment doter cette nouvelle école d'enseignants de qualité. Ça va être une discrimination positive en faveur de cette école parce qu'il faut encourager les initiatives. Cette école primaire publique de 6 salles et des toilettes porte le nom de Kemoko Sayon Kamara, l'un des enseignants des premières heures dans la préfecture de Sigiri. Fini ce journal qui a été coordonné par Bernard Koundouno et dirigé à la régie par Fanta Guiré, Lamine Sidibé et Pierre Bakamara. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.